Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Chiara. Et pour cette dernière conférence du cycle de conférences Sexualité, Maternité et Contraception organisée par la Société jurassienne d'émulation. Je remercie Madame Elisabeth Sanglard d'être là ce soir de la section de Genève. Et je vais la laisser présenter sa section et la société d'émulation de manière générale. Merci Marina. Notre section a été créée en 1935. Elle fait partie d'une dizaine, si pas plus, de sections en Suisse. Nous sommes 2000 émulateurs sur toute la Suisse, Suisse allemande comprise. Et la Société jurassienne d'émulation, d'après les statuts qu'on peut lire et l'historique, a été créée parce que le Jura n'avait pas d'université. Et il y avait quand même beaucoup de personnes qui sont allées étudier dans toutes les universités suisses et étrangères, qui sont parfois revenues habiter le Jura, et avaient besoin de stimulation et de donner à la population jurassienne le résultat de leur recherche ou les intégrer à leur cursus. Et c'est pour ça que ces sections ont été créées pour stimuler. Donc, c'est pour ça que le nom de émulation a été donné à la Société jurassienne d'émulation. La section genevoise a été très flattée d'avoir été sollicitée par la Société jurassienne d'émulation pour sponsoriser cette dernière conférence. Personnellement, j'ai revu toutes les conférences, les 3 précédentes cet après-midi, et j'ai trouvé un fil conducteur extraordinaire, une qualité fabuleuse, et je souhaite, la section genevoise souhaiterait qu'une partie des conférences qui ont été mises sur pied pour ce cycle soit publiée dans les actes, avec un résumé partiellement. Et puis, je crois savoir que certains des conférenciers et conférencières écrivent ou ont écrit ou vont publier des livres sur leur sujet. Donc, ça intéressera beaucoup de monde qui n'ont malheureusement pas pu se connecter ce soir, par exemple, ou qui ne sont pas connectés du tout. On a quand même dans notre section des personnes âgées qui ne sont pas très alertes en informatique. Donc, ça sera une façon de pallier le manque d'information pour ces personnes-là, et en pensant aussi que le papier est quand même une forme pérenne. L'informatique, on ne sait pas encore combien, sur la durée, ce qu'il en restera. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et je pense que c'est Madame Chiara qui va nous présenter maintenant cette dernière conférence que je me réjouis d'entendre. Très bien, merci. Alors, je vais juste me permettre de présenter également Chiara. Est-ce qu'on te voit, Chiara? Tu es là. Chiara, je t'ai connue à l'université, donc tu es tessinoise. Tu as fait un bachelor en histoire et en maths à l'université de Fribourg, si je ne me trompe pas, et un master en histoire que tu as ponctué avec un mémoire intitulé Débat et politique de la sexualité au Tessin entre 1960 et 1980, en 2018 avec Anne-Françoise Prat. Actuellement, tu es en doctorat à l'Université de Lausanne avec Nelly Valsan Giacomo et Spartaco Greppi. Et ta thèse va s'intituler, ou en tout cas s'intitule pour le moment, La maternité au prisme du discours médiatique, représentation sociale et enjeux politiques, dans le cadre du programme national de recherche sur les mesures d'assistance et de coercition, dans le projet mené par Nelly Valsan Giacomo, derrière les scandales, les enjeux médiatiques des politiques publiques. Et depuis, tu as fait de nombreux enseignements à l'université de Lausanne sur ce sujet, et tu as été assistante de cours avec Madame Valsan Giacomo et Thierry Delessert sur un séminaire que j'ai beaucoup apprécié sur la sexualité et les médias en Suisse. Et tu as, ces derniers temps, fait l'exercice de plusieurs conférences et interventions et colloques. Donc, un colloque qui s'est terminé la semaine passée, j'ai vu à Lausanne,
Et en 2022, tu vas publier un article sur ce sujet, sur la maternité célibataire dans la revue Didactica Historica publiée par Alphil. Donc ce soir, Chiara va nous présenter un bout de sa thèse de doctorat sur la maternité célibataire et surtout sur les représentations et les discours qui en sont faits dans les médias télévisuels, audiovisuels suisses entre les années 50 et 70, un sujet que je trouve important et très intéressant dans le cadre du cycle de conférences qui rejoint directement l'histoire des femmes, des discours autour de leur corps, de leur sexualité et également de leur émancipation durant cette même période. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser nous présenter tout ça et je me réjouis de t'entendre. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas, on va fermer du coup nos micros et on posera les questions à la fin, si ça va comme ça. Alors voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Je vais alors partager le PowerPoint, puis tu vas me dire si le son marche ou si je dois parler plus haut. Alors, tout d'abord, merci beaucoup aux organisatrices pour ce cycle de conférences très intéressantes et merci tout particulièrement à Marina pour l'invitation qui me donne la possibilité de vous présenter en aperçu des recherches que je conduis pour mon doctorat. Comme Marina l'a expliqué, je prépare une thèse en histoire à l'Université de Lausanne et je travaille sur les discours publics, surtout médiatiques, politiques et professionnels, autour de la maternité célibataire, donc des mères non mariées. En particulier, je m'intéresse aux représentations produites par ces discours et à leur rôle dans la construction de la maternité célibataire en tant que problème public. Je travaille sur une période délimitée qui va des années 50 aux années 70 et je m'intéresse à deux régions suisses, l'Arc lémanique et le Tessin, ce qui permet d'inclure une dimension comparative à la recherche. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie romande et sur une forme de discours public spécifique, le discours de la RTS, donc la radio-télévision de service public. Et l'idée est de vous proposer un parcours à travers quelques résultats intermédiaires et quelques réflexions analytiques ou méthodologiques. La présentation va suivre ce plan. Je vais d'abord présenter rapidement le cadre dans lequel naît mon projet de doctorat pour comprendre comment est-on arrivé à traiter ce thème qui est quand même assez spécifique. Je vais ensuite présenter dans les grandes lignes l'approche méthodologique de la recherche sans entrer dans les détails, mais il me semble important d'avoir une idée même générale de ce qu'on cherche dans ces sources si riches qui sont les émissions de radio-télévision. Et je vais également donner quelques points de repère contextuels pour situer la partie qui va suivre, qui sera la partie principale. Et là, je vais entrer dans le cœur du sujet et présenter tout le titre de la présentation, les trois principales figures de mère qu'on voit apparaître au fil du temps en termes discursifs et les représentations et problématisations qui sont associées à ces figures. Et puis pour terminer, si on aura le temps, il y aura un extrait. Pour ce qui est de l'élaboration du projet, comme Marina l'a mentionné, cette thèse naît dans le cadre d'un projet de recherche plus large, consacré à l'analyse des discours publics autour de deux thématiques, la maternité célibataire et la toxicomanie. C'est un projet qui est financé par le Fonds national suisse de la recherche à travers le Programme national de recherche numéro 76, Assistance et coercition, un programme qui est consacré à l'histoire et au présent, au futur, mais nous on travaille surtout sur l'histoire de l'assistance et de la coercition. Et ici, il y a l'explication de ce couple un peu étrange, les consommateurs de drogue et les mères seules, car ce sont deux catégories de publics cibles de politiques d'assistance, et donc des discours sur les politiques d'assistance. Et l'intérêt de nos recherches est de voir de quelle manière les différents discours se combinent pour construire ce phénomène un problème public. Donc, qu'est-ce qui fait que ces thèmes attirent à un moment donné l'attention publique? Quelles sont les continuités et les discontinuités à travers le temps, entre les régions, entre les discours, quelles sont les représentations produites par ces discours et comment elles circulent. Mon doctorat s'inscrit dans ce cadre analytique et il approfondit certains aspects. La question de recherche à la base de la thèse est la suivante. Jusqu'aux années 70 et même au-delà d'une certaine manière, la maternité célibataire, donc le fait d'avoir un enfant
en dehors du mariage reste problématique pour toute une série de raisons. Et en même temps, on sait que les années 50 et puis surtout les années 60 et 70 sont des années de changement. Il y a des transformations économiques, politiques, sociales, et ces transformations ont un impact sur la maternité, sur le statut de la femme dans la société et sur l'enfant également, les connaissances par rapport à son développement, etc. Et la question qui se pose est donc la suivante: dans quelle mesure toutes ces transformations ont eu également un impact sur la maternité célibataire? Est-ce qu'il y a, en termes de problématisation, une redéfinition du phénomène? Et pour cela, on considère plusieurs discours. On essaie un peu de repérer les principaux discours dans la sphère publique, dont évidemment les discours médiatiques et plus précisément les discours de la radio-télévision. On travaille donc sur les archives de la radio-télévision, c'est-à-dire sur les émissions qui ont été conservées et numérisées. Je précise bien conservées parce que même s'il s'agit d'archives très riches, elles présentent quand même un certain nombre de lacunes et criticités, ce qui fait que constituer des corpus exhaustifs est plutôt compliqué. Il faut se contenter d'une bonne approximation dans la constitution du corpus. Et l'analyse des émissions se fait sur deux niveaux. Il y a un niveau plus fin qui vise à décomposer les émissions dans leurs éléments de base, le son, l'image, les séquences, etc., pour voir quels sont les effets des sons produits par la combinaison de ces parties. Et puis, il y a un niveau plus général qui examine les articulations entre ces discours médiatiques et d'autres discours publics préexistants ou parallèles. Donc, pour chaque émission, il s'agit de reconstruire et d'examiner le contenu propre de l'émission, son contexte de production, qui va du contexte national au contexte institutionnel de la radio-télévision jusqu'au contexte spécifique du programme dans lequel s'insère l'émission. Il s'agit également de reconstruire, dans la mesure du possible, les stratégies et les finalités des acteurs qui s'intéressent à cette thématique, car il y a d'autres sujets qui connaissent une exposition médiatique très importante. Ce sont des sujets qui font vraiment débat. Et puis, il y a d'autres sujets comme la maternité célibataire qui existent dans la sphère publique, mais qui restent des sujets marginaux. Il est donc pertinent de voir si on arrive à expliquer pourquoi une thématique si discrète émerge dans le discours public, à quel moment, sous quelle forme et dans quel contexte. Et c'est surtout sous cet angle que je souhaiterais aborder le thème dans la présentation d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans la partie plus analytique, quelques éléments de contexte. Ce sont juste quelques points de repère parce que tracer un contexte vraiment complet pour la question de la maternité célibataire demanderait à lui seul une présentation entière. Donc, je vais juste donner quelques éléments pour se retrouver dans la suite. Comme j'ai dit, la période sur laquelle je travaille sont les années de 1950 à 1980. Mais il faut avoir une idée de la période antécédente pour pouvoir mesurer les évolutions qui interviennent à partir des années 50. De manière générale, la maternité hors mariage est un objet d'étude difficile à saisir, assez opaque. Identifier les sources pertinentes peut s'avérer compliqué, et encore il faut espérer qu'elles aient été conservées, qu'elles soient accessibles, et ce n'est pas toujours le cas. Pour les périodes moins récentes, c'est souvent par le biais des enfants qu'on peut retracer les mères, car à partir du 19e siècle, dans différents pays européens, la question des naissances illégitimes, comme on les appelle et comme on va continuer à les appeler encore pour plusieurs décennies, retient de plus en plus l'attention de plusieurs acteurs politiques, médicaux et sociaux. Dans le cas de la Suisse, le Code civil de 1912, qui uniformise les codes cantonaux préexistants, distingue entre filiation légitime et illégitime. Il comprend des mesures qui visent à protéger la famille légitime et décourager les recherches de paternité de la part des mères si un soupçon d'immoralité peut être porté sur leur conduite. Il y a également des dispositions dans d'autres sections du Code qui concernent la protection de l'enfance et qui permettent la surveillance des enfants en danger physique ou moral, comme on dit à l'époque. Ces dispositions se traduisent dans des dispositifs cantonaux d'assistance où interviennent les services de tutelle et les bureaux d'assistance et résultent dans une surveillance accrue portée sur les enfants légitimes, voire dans des mesures de placement dans les cas où la mère est estimée incapable de s'occuper convenablement de son enfant. Donc, dans ces années, la maternité hors mariage reste un phénomène entouré par une forte réprobation sociale et s'accompagne de lectures moralisatrices du comportement de la mère qu'on qualifie encore de fille-mère. Dans les années d'après-guerre, la question des mères célibataires, comme on commence de plus en plus à les appeler, connaît une visibilité plus importante
Et c'est cette visibilité qui interpelle et qui pose la question de leur présence dans la sphère médiatique. Pour les années d'après-guerre, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Ici, je vais souligner surtout deux aspects plutôt généraux. Des autres seront discutés au fil de la présentation. Tout d'abord, il faut rappeler, et c'est connu, mais je le rappelle quand même, que la situation des femmes suisses reste marquée dans ces années par des disparités importantes. Le droit de vote à niveau fédéral n'est pas acquis, il le sera en 1971. Le Code civil place la femme mariée sous la tutelle du mari et les dispositions relatives à la filiation prévoient également une forme de contrôle sur le mère non marié. Comme on l'a dit, l'autorité parentale n'est concédée que si l'autorité estime la mère capable de s'occuper de l'enfant et les procédures de recherche en paternité et d'assignation des pensions alimentaires n'aboutissent qu'en partie. Le droit de filiation et celui de mariage sont ensuite révisés au cours des années 70, mais pour la plupart des années qui nous concernent, c'est le droit ancien qui reste en vigueur. La conciliation de la maternité et du travail reste elle aussi très problématique. Il y a des disparités salariales importantes, il n'y a pas de congé maternité, pour ne mentionner que deux aspects. Et c'est une situation qui s'avère particulièrement problématique pour les mères célibataires qui doivent donc fréquemment placer leur enfant dans un institut ou chez des particuliers. Du point de vue médiatique, les années d'après-guerre connaissent une réorganisation du paysage médiatique. La radio existe depuis les années 30. Dans les années 50, elle est bien insérée à l'audition nationale. On estime qu'il y a à peu près un poste par ménage. La télévision commence à diffuser à la fin des années 50. Elle est d'abord limitée en termes de production, puis connaît une croissance exponentielle au cours des années 60. Et à la fin de la décennie, on estime qu'un ménage sur 4 dispose d'un téléviseur. Ce qui fait qu'au début des années 70, la télévision est devenue le principal média dans le paysage national. La thématique de la maternité célibataire est présente dans le cadre de la radio-télévision dès les années 50. On peut identifier 3 périodes principales entre 1950 et 1980 qui correspondent grosso modo aux 3 décennies. 3 périodes avec des traits spécifiques qu'on peut associer en termes de représentation à 3 figures de mère. La première figure qui ouvre notre parcours est celle de la fille-mère. La notion est de moins en moins utilisée dans les années 50, mais elle est encore présente. Le concept de mère célibataire qui va ensuite remplacer celui de fille-mère a commencé à se répandre, mais elle n'est pas encore complètement imposée, et les discours témoignent de cette phase de transition. D'une part, l'image qui émerge de ce discours, et que je vais ensuite illustrer avec des exemples, est encore l'image misérabiliste de la fille-mère séduite, abandonnée, désespérée de son sort, une mère qui nécessite d'aide pour empêcher qu'elle puisse abandonner ou nuire à son enfant, une mère donc victime des circonstances, mais qui pourrait également constituer un danger pour son enfant. Et cette image, on la retrouve également dans la presse et le cinéma de la première moitié du siècle. En même temps, à côté de cette image misérabiliste qui survit encore dans cette décennie, il y a une évolution en termes de problématisation, car même si le placement ou l'adoption reste parmi les options envisagées pour le problème des enfants légitimes, comme on l'appelle, dans ces années, on commence à considérer de plus en plus qu'il est mieux de préserver le lien entre mère et enfant pour éviter des troubles du développement encore plus graves chez l'enfant si on avait à le séparer de la mère. L'idée précédente était que le milieu de la mère ne pouvait qu'être malsain s'il avait produit une naissance illégitime. Il fallait donc donner à l'enfant une famille de substitution pour lui permettre de grandir correctement. Et cette conviction, qui était assez répandue, commence à se fissurer dans ces années. Et cette évolution témoigne de la diffusion des théories sur les carences affectives liées aux travaux des psychiatres Bowlby et Spitz, qui entre les années 40 et les années 50 redéfinissent le cadre conceptuel du développement de l'enfance. Et c'est une évolution qui est perceptible au niveau discursif. Elle ne constitue pas elle seule une preuve d'un changement dans les pratiques. Il y a surtout un certain temps qui intervient, mais elle témoigne d'une prise en compte grandissante de ces théories et elle s'accompagne d'un certain nombre de tentatives de réforme. Le tout dans un contexte de réorganisation plus générale du domaine de l'assistance, un domaine qui est assez complexe, qui dans ces années présente encore une imbrication assez forte d'acteurs publics et privés, mais qui connaît également des mouvements de réorganisation assez importants, avec la mise en place de l'État-providence, la réforme de l'assistance qui la suit et la professionnalisation du travail social qui accompagne le tout. Et nous retrouvons ces situations dans les premières émissions qui composent notre corpus.
car les premières traces de la thématique de la maternité célibataire par rapport à la radio-télévision se situent dans des émissions radiophoniques des années 50, des émissions consacrées au sujet de l'enfance abandonnée. Une catégorie qui comprend, comme on a dit, également les enfants illégitimes. Il s'agit notamment de 3 enquêtes en plusieurs épisodes, réalisées par la même journaliste. Ces enquêtes n'ont été que partiellement conservées dans les archives, et c'est le journal de programme qui permet de situer ces émissions dans la programmation et surtout d'avoir un aperçu de leur contenu. Ce qui nous permet de confirmer la présence dans chaque enquête d'au moins une partie spécifiquement consacrée au thème de l'enfance illégitime ou de la maternité célibataire. Ces émissions se caractérisent également par la participation d'un certain nombre de représentants des institutions ou d'ordre public et privé. Il y a notamment le tuteur de Genève qui intervient dans plusieurs de ces émissions. Et cette présence pose la question des motivations sous-jacentes à cette première trace discursive. Et l'hypothèse qu'on peut formuler est que ces premières apparitions médiatiques s'expliquent par des intérêts croisés entre réalisateurs et intervenants. Le thème des œuvres sociales, et notamment de l'aide à l'enfance, est un sujet d'actualité. Les représentants des institutions et des œuvres trouvent dans la radio, qui est quand même le principal média de la période, un espace de promotion, de publicité. Et la radio peut de sa part se présenter comme un vecteur de réflexion sur l'action publique et donc asseoir sa contribution au débat public. Dans ces émissions, la figure de la mère n'apparaît que de manière subsidiaire, son cas évoqué pour contextualiser celui de l'enfant. Pour les enquêtes ou les épisodes qui manquent, on ne sait pas si des mères célibataires ont été interviewées dans les émissions qui les concernaient. Dans le cas de la seule série qui était presque entièrement conservée, c'était la série « Je voudrais adopter un enfant » de 1955. Le cas de ces femmes est évoqué par d'autres intervenantes et il est vraisemblable que la même chose se soit vérifiée également pour les émissions non conservées. Et pour vous donner une idée du ton de ces émissions, j'ai mis des exemples tirés de cette série « Je voudrais adopter un enfant », une série qui porte donc sur le sujet de l'adoption. Il y a 6 ou 7 épisodes et les 2 premiers s'intéressent aux mères célibataires, aux enfants illégitimes. Et l'explication de ce choix se trouve dans l'article du journal des programmes qui présente l'émission et dans les premières lignes, ici on voit l'article, dans les premières lignes, on peut lire ceci. Dans notre pays, la presque totalité des enfants adoptés sont nés de mères non mariées. Ainsi, à l'origine de l'adoption, on trouve le problème douloureux de la mère célibataire, problème auquel la société n'a pas encore donné une solution satisfaisante. Trop souvent encore, la méfiance remplace l'indispensable compréhension. Une évolution est pourtant en train de se dessiner. Des œuvres privées s'efforcent de remédier à la détresse et à l'infinie solitude morale de ces jeunes femmes, d'éveiller en elles le sentiment et la joie de la maternité et cherchent avec elles le moyen qui leur permettra de ne pas se séparer de leur enfant lorsqu'il sera né. Souvent, une solution peut être trouvée, mais souvent aussi, dans l'intérêt même de son enfant, la mère consent à y renoncer pour toujours. En général, cette décision est pour elle un véritable déchirement. Et dans l'émission, le cas des mères est présenté par le DAM, qui dirige justement une de ces œuvres d'aide à l'association et des conseils futures mères de Genève. La journaliste demande à ces 2 femmes de présenter l'activité de l'association et elles décrivent la situation de ces femmes en ces termes. C'est un état de solitude extrême, d'abandon, qui pousse ces jeunes femmes à venir nous parler. Bien souvent, elles veulent quitter leur travail afin qu'on ne se doute pas de cette future naissance, quand elles ne sont pas renvoyées malgré elles. Bien souvent aussi, elles ne peuvent pas ou n'osent pas le dire à leur famille. Trop souvent, l'ami ou même le fiancé les a abandonnées dès qu'il a appris la conséquence de leur liaison. Parfois, elles sont très désireuses en cœur de ne pas voir naître cet enfant à cause de trop de souffrances. Nous essayons avant tout de créer un climat de confiance. Ces jeunes femmes, abandonnées par leurs fiancés, chassées par leurs parents ou fuyant la maison pour cacher leur état, très souvent obligées de quitter leur emploi, nous arrivent complètement désemparées et en proie à un profond désespoir. Donc, ce sont des extraits de ton dramatique. On remarque l'utilisation de l'expression mère célibataire, qui est une expression moderne, mais l'image qu'on y rattache est encore celle de la fille mère victime des circonstances, accablée par son sort, qui nécessite d'aide et qu'on soupçonne parfois de ne pas être au final si attachée à son enfant. Il est bien de garder à l'esprit cette image parce que dans les années qui suivent, le profil des mères mises en avant par les émissions va changer et l'évolution est perceptible.
ce qui nous amène aux années 60 et au cas de la mère célibataire. Les années 60 sont une décennie particulière, car ce sont des années où il y a un pic d'émissions qui traitent de manière directe le thème de la maternité célibataire. Non seulement il y a plusieurs émissions qui s'intéressent au sujet, mais ces émissions se situent également dans des programmes de genres différents. Ce qui relie toute cette production est le fait que ces émissions incluent toutes des interviews directes aux mères, ce qui est une nouveauté, et qu'elles utilisent systématiquement la nouvelle terminologie de mère célibataire. Du point de vue de l'analyse, la présence de plusieurs émissions télévisées permet d'examiner les effets produits par la combinaison du son et de l'image dans l'élaboration de leur représentation. Et le fait d'avoir des émissions qui traitent directement le thème permet d'analyser les motivations explicites et implicites qui semblent guider les réalisateurs qui s'intéressent à ces sujets. Les réalisateurs, en premier, constatent et commentent le changement de vocabulaire qui est intervenu. L'expression mère célibataire est omniprésente et remplace définitivement celle de fille-mère, qu'on juge maintenant désuète et stigmatisante, car chargée de représentations négatives. Dans la presse, le terme était déjà apparu dans les années 50 et les premières utilisations du terme avaient été accompagnées par des commentaires qui expliquaient l'importance de ce changement de vocabulaire. Et le même phénomène s'est vérifié à la radio-télévision avec les premières émissions qui traitent directement du sujet, même si l'expression, on a vu, elle circulait déjà. L'exemple est donné par cet extrait. C'est une émission radiophonique réalisée par la RTS au début des années 60 dans un foyer français. Et dans l'introduction, on peut entendre la journaliste dire ceci. Il y a 50 ans, les traditions sociales et les habitudes religieuses faisaient des mamans célibataires qu'on appelait avec un soupçon de mépris et si possible à mi-voix, les filles mères, les victimes d'une faute dont les hommes ne partageaient même pas la responsabilité. Il a fallu que le socialisme et ses traditions libérales mènent un dur combat pour faire des filles mères des mamans célibataires. C'est la grâce au développement des œuvres, des idées nouvelles, à la compréhension des pouvoirs publics et des œuvres charitables. Aussi et surtout grâce au courage de ces jeunes mamans pour lesquelles l'accident n'a été au départ qu'une belle preuve d'amour. Et l'extrait est significatif car il résume bien le ton des émissions de cette décennie et une des visées poursuivies par ces émissions, c'est-à-dire modifier la narration existante et remplacer l'image stéréotypée et romancée de la fille-mère par le portrait réel de la mère célibataire. D'où l'utilisation de l'interview qui répond au souci de vérité, de réalisme, qui devrait permettre d'accéder directement à la réalité du phénomène à travers le témoignage direct et qui permet également de rapprocher à travers l'écran le téléspectateur des femmes interrogées. Cet objectif social semble pourtant se doubler d'une curiosité plus proprement culturelle, qui contribuerait aussi à expliquer l'importance médiatique du thème dans cette période. On peut en effet formuler l'hypothèse que si la radio-télévision s'intéresse aux mères célibataires dans ces années-là, c'est aussi parce que ces figures offrent des profils de femmes jeunes qui permettent de sonder les pensées de toute une génération, la jeunesse, une génération que les médias et la société essaient de comprendre mieux et dont les comportements, notamment en matière de mariage, parentalité et sexualité, se différencient de ceux des générations précédentes. Et dans ces cas aussi, l'interview est l'outil de choix pour ces enquêtes. Il y a plusieurs aspects qu'on peut analyser à partir de ce matériel. Je vais me restreindre à 2 éléments qui me sont vraiment caractéristiques de ces années. D'abord, l'utilisation de l'interview, comment elle se déroule et quels sont les portraits produits. Et puis, quelle est la représentation qui est faite du célibat, de l'absence de mariage, mais également de la solitude et de l'isolement. Au niveau des mots et des images, pour voir comment ces 2 aspects qui se déclinent sur des registres différents forment dans l'ensemble une représentation cohérente. Pour ce qui concerne les interviews ont un rôle de premier plan dans plusieurs émissions de la décennie. Elles se déroulent selon un schéma similaire. Ce sont des entretiens filmés pour la plupart du temps chez les femmes et montés à l'alternance avec des scènes de vie quotidienne. Et dans ces moments, l'entretien continue en voix off. Ce sont des entretiens plutôt intimes, familiales. Le journaliste n'apparaît presque jamais à l'écran. L'utilisation des gros plans donne l'impression d'un dialogue direct entre la femme et le spectateur. Le ton de la conversation est détendu. Les sujets sont d'ordre privé. On parle des relations avec le père de l'enfant, de la famille, l'entourage, des ressentis par rapport
au mariage, aux enfants, à l'avortement, etc. On ne discute pas des crèches, on ne parle pas de pension alimentaire. La seule question sociale est celle de la réprobation qui serait ressentie par ces femmes. Les questions suivent le même trame qui vise à décortiquer la mécanique des relations et à reconstruire les étapes qui ont amené à la maternité. Là, j'ai mis un extrait que je ne vais pas lire, mais que vous pouvez lire si vous voulez. Ce sont des questions brèves, précises, à l'exception de certains passages où les questions sont orientées. Et ces passages concernent surtout 2 points. Soit des observations sur le caractère des femmes, des remarques du style « il y a très peu de choses superflues chez vous », en fait, vous n'êtes pas pessimiste, vous n'êtes pas défaite. Et puis la question du regard de la société. Par exemple, dans cet extrait, ou si on s'y focalise sur les questions, on voit en arrière-plan l'argumentation du journaliste. Les questions, elles sont en gras. Vous ne sentez jamais un certain sentiment d'admiration pour la responsabilité que vous avez prise chez les gens. Vous avez senti alors une hostilité. Vous avez l'impression que les gens vous en veulent un peu d'être heureuse. Pour eux, enfin, soyons directs, une chimère doit souffrir, mais que mère célibataire mène sa vie normale, ça les choque. Et ces questions sont cohérentes avec les finalités poursuivies par ces émissions. Donc, contrer l'image misérabiliste de la fille mère malheureuse et dénoncer le regard stigmatisant que la société porte sur ces femmes, d'où l'insistance sur ces traits de caractère, sur le fait que ces femmes sont des personnes responsables, qui travaillent, s'occupent des enfants, etc. Ces interviews produisent des portraits homogènes. Ce sont des femmes jeunes qui étaient amoureuses du père de l'enfant, des femmes confiantes, souriantes, répondent de manière calme aux questions. Plusieurs déclarent même d'avoir désiré l'enfant. La caméra les filme soit en train de s'occuper de l'enfant, soit au travail, et elles apparaissent comme des mères compétentes et autonomes. On connaît leur nom, leur âge, leur profession. Elles sont secrétaires, puéricultrices, infirmières, donc des femmes qui ont une formation moins moyenne. Certaines disent même d'être autonomes du point de vue financier. Mais à part cela, nous n'avons pas d'autres informations et nous ne savons pas surtout comment elles ont été repérées. Et cela pose la question, ce manque d'informations et ce biais socio-économique qu'on soupçonne à partir de la profession, cela pose la question de la représentativité de l'échantillon qui apparaît dans ces interviews. Par rapport à la question du mariage, c'est un thème qui est particulièrement abordé. La question du mariage est abordée de manière systématique, souvent dans les tout premiers échanges, et même les questions qui suivent sont liées à cette première question. Les réponses des femmes révèlent la multiplicité des parcours qui amènent à la condition de mère célibataire. Certains ont été abandonnés par le père de l'enfant, d'autres ont refusé le mariage une fois tombées enceintes, d'autres encore ont entretenu des relations avec des hommes mariés, tout en sachant qu'en cas de grossesse, l'homme n'aurait pas pu ni les marier ni reconnaître l'enfant. C'était les dispositions légales de l'époque. Ce sont donc des femmes qui ont eu des raisons pour refuser le mariage, qui ont choisi de garder l'enfant. Ce sont des entretiens qui révèlent également, c'est sur ce point qu'ils ouvrent une analyse plus large des comportements de la jeunesse, la valeur différente qui est rattachée au mariage et à la parentalité. Il est peut-être étonnant de découvrir que plusieurs de ces femmes ont eu la possibilité de se marier mais l'ont refusé, car elles ont estimé préférable de rester seules plutôt que de se marier sans amour ou avec des hommes qu'elles estiment inadéquats. Certaines n'ont pas marié le père de l'enfant pour des raisons de caractère et de mentalité, d'autres pour des raisons, elles disent, morales. Son père c'était un homme aventurier, c'était un homme qui concevait le mariage tout en restant indépendant d'une femme. De manière similaire, il peut paraître surprenant de découvrir, par exemple, que le refus de déclarer la paternité, ce qui s'est vérifié avec une certaine régularité, peut s'accompagner de la crainte de voir l'homme revenir, même lorsqu'il est parti, pour soustraire l'enfant. Et c'est un passage qui révèle la valeur intrinsèque de l'enfant, indépendamment de son statut d'illégitime. La question du célibat s'associe de celle de la solitude et de l'isolement de ces femmes. C'est une question qui est thématisée également au niveau visuel, dans les scènes qui accompagnent les extraits d'interviews en voix off. Dans ces cas aussi, on peut repérer quelques éléments récurrents à travers les différentes émissions. Ce sont des scènes qui nous montrent des mères qui vivent dans un univers composé uniquement des femmes et d'enfants. Les intervenants externes sont absents.
Ces scènes nous montrent également des femmes entièrement occupées par la maternité et le travail. Les cylindres de ces espaces sont rares. Et troisième point, lorsque les femmes sortent du cadre domestique, nous les voyons traverser les villes et se perdre dans la foule sans aucune interaction avec d'autres personnes. Des images similaires se retrouvent dans d'autres documents et particulièrement révélatrice, c'est cette scène du reportage Carrefour, les mères célibataires de 1963. C'est un document filmé en Suède, mais qui a un ton similaire aux autres émissions de la période. Vers la fin du reportage, on nous montre un couple mère-enfant au pied d'un bâtiment sur un trottoir enneigé, surmontant une rue de la ville. Il n'y a pas d'autres figures dans le parage et la caméra fait des mouvements d'aller-retour entre le fermement de la rue en bas, le couple sur le trottoir désert et les immeubles sur le fond qui encerclent la scène. Et ces mouvements de caméra soulignent le contraste entre la petite unité mère-enfant isolée et les bâtiments surplombants qui semblent l'engloutir. On peut se demander si par ces procédés visuels, l'objectif de ces émissions ne soit aussi celui, et ce serait cohérent avec les autres finalités évoquées, ne soit aussi celui de montrer des figures invisibles qui semblent disparaître dans des villes modernes et dont personne ne s'aperçoit. Donc, la mère célibataire des années 60, telle que racontée par la télévision, est une jeune femme confiante, souriante, qui travaille et qui s'occupe de son enfant. Une image qui ne recoupe qu'un segment de réalité beaucoup plus complexe et variée et qui pose la question de la représentativité de la représentation produite par ces émissions. À travers ces reportages, la télévision vise à dénoncer les préjugés qui pèsent sur ces femmes, même si malgré la volonté de ne pas stigmatiser ultérieurement ces mères, leur maternité interpelle. On est dans une phase de transition. Ce sont des années où il y a également la mise en place des premières cours d'éducation sexuelle et des centres de planning. Ce sont des sujets, l'éducation sexuelle et le contrôle des naissances, qui connaissent une médiatisation et une politisation grandissante, et cette naissance hors mariage interpelle sous un double angle. Elle interpelle d'abord parce qu'elle a lieu hors du mariage, c'est un peu l'héritage du passé, mais à partir d'un certain moment, elle interpelle également parce qu'elle semble résulter d'un échec de contraception et donc on soupçonne qu'elle puisse produire un enfant non désiré. Et c'est probablement ce double écart par rapport à ces deux normes différentes et qui se succèdent qui attire l'attention des réalisateurs et fait de ces femmes des figures adaptes pour questionner à travers leur parcours les transformations sociales et culturelles en cours. Cette image, qui se stabilise entre les années 60 et les premières années 70, est remplacée au cours des années 70 par une troisième et dernière figure, celle de la mère seule. Une notion plus générale qui permet d'inclure également les mères divorcées dont le nombre commence à augmenter sensiblement dans ces années. Vers la fin de la décennie, il y a aussi l'apparition de la notion de mère chef de famille, qui va de pair avec la création d'associations d'entraide avec le même nom et qui anticipe un petit peu la question de la mère des familles monoparentales qui va apparaître dans les années 80. Du point de vue de la radio-télévision, dans les années 70, les références au sujet des mères seules se trouvent surtout dans des émissions télévisées qui examinent sous un œil critique la question de la conciliation du travail et de la maternité. Du point de vue de l'analyse, ce que ces années permettent d'examiner, c'est l'utilisation fonctionnelle de représentation. C'est-à-dire le thème n'est pas traité à quelques exceptions près de manière directe, mais intervient dans des émissions où il a un rôle stratégique, il a un rôle précis dans la construction de l'émission. Pourquoi la thématique du travail? Parce que les années 70 voient se cristalliser un certain nombre de tensions entre un monde du travail qui connaît une présence féminine grandissante et un appareil législatif en décalage. Le monde du travail a changé parce que de plus en plus de femmes travaillent, certaines parce que le salaire du mari est insuffisant, d'autres pour des raisons plus personnelles, mais surtout suite à l'augmentation du nombre de divorces, il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants à charge, donc de plus en plus de femmes qui doivent travailler, mais qui se heurtent à toute une série de disparités qui persistent et qui pèsent sur le travail des femmes. On les a déjà mentionnées, pas d'assurance maternité, disparités salariales, pas suffisamment de place dans les crèches, etc. Et plusieurs de ces problématiques prennent dans les années 70 une certaine visibilité grâce à des initiatives issues des mouvements féministes et des partis de gauche qui essaient de faire passer un certain nombre de réformes pour combler au moins une partie de ces lacunes. Plusieurs de ces interventions échouent, qui contribuent à focaliser l'attention publique sur ces sujets.
De sa part, la télévision, qui est entre-temps devenue le principal média de la période, diffuse au fil de la décennie un certain nombre d'émissions télévisées qui examinent de manière critique les conditions du travail féminin. Et dans ces émissions, on trouve des témoignages des femmes qui travaillent, dont plusieurs mères de famille, y compris des mères seules. Là, j'ai mis la liste des émissions des années 70 que j'ai retenues pour mon corpus. Ce sont donc des émissions qui contiennent des références au cas des mères seules. En gras, ce sont les émissions qui s'intéressent à la question du travail. Il y a également au début de la décennie quelques émissions qui portent sur le contrôle des naissances et l'interruption des grossesses. Je vais me focaliser surtout sur la question du travail parce que c'est là qu'on trouve les témoignages plus importants du point de vue quantitatif, mais les témoignages de mères seules. Mais il faut dire que les considérations qu'on peut faire sur le rôle du témoignage de ces femmes dans la construction de l'émission peuvent également s'appliquer aux premières émissions de la décennie concernant la contraception et l'avortement. Ces émissions présentent en effet plusieurs similitudes. Elles adoptent une posture critique qui s'exprime dans les commentaires des journalistes, donc dans les parties en voix off, des commentaires qui émettent des jugements de valeur sur la législation en vigueur, suggèrent une lecture de la problématique du travail des mères en termes de responsabilité publique et critiquent le regard cumulé par la Suisse par rapport aux pays proches. Pour appuyer leurs propos, ces émissions construisent une argumentation qui mobilise des matériaux différents. Des interviews qui ont en fonction d'expertise, des interviews en fonction de témoignages sur lesquels je vais me concentrer, et puis des données statistiques présentées sous forme d'élaborés graphiques. Et là, j'ai mis un exemple juste pour avoir une idée de la variété des matériaux mobilisés par ces émissions. Et parmi ces matériaux, les témoignages des femmes interviewées viennent illustrer l'argumentation proposée. En ce sens, l'insertion du cas des mères seules, qui sont censées exemplifier la situation des mères obligées à travailler, renforce l'argumentation, car elle permet de faire ressortir de manière plus claire et plus aiguë des problèmes qui sont en effet généralisables à l'ensemble des travailleuses. Cette modalité d'utilisation du témoignage des mères seules est particulièrement évidente dans cet exemple tiré de l'émission Le prix de la maternité de 1973, une émission qui se compose fondamentalement de 3 témoignages, celui d'un couple de cadres, celui d'une mère célibataire et celui d'un couple de travailleurs étrangers. Et le contraste entre le témoignage du couple de cadres et la mère célibataire est très clair. Dans le cas du couple, la caméra filme les époux dans le salon de leur maison, assis l'un à côté de l'autre. Le décor, ce sont les 2 premières images, non? Le décor, le mobilier, les habits, tout suggère une condition économique confortable. L'échange est détendu. Le couple explique à tour de rôle la répartition des tâches et l'organisation du quotidien. L'homme explique par exemple que pour permettre à sa femme de continuer sa carrière, il a accepté de se transférer en Suisse et puis de prendre un appartement proche de son bureau de manière à pouvoir surveiller les enfants en l'absence de la femme. L'entretien qui suit, ce sont les images en bas, et celui d'une mère célibataire. C'est l'entretien qui permet d'exemplifier la condition de toutes les femmes seules qui sont dans l'obligation de travailler. Dans ces cas aussi, l'entretien est filmé au domicile de l'interviewé et il est monté alternant des moments d'interview directe et des scènes de vie quotidiennes. On voit la mère amener l'enfant à la crèche, sortir de la crèche, entrer au travail, travailler, repasser à la crèche pour prendre l'enfant, le tout avec un rythme de montage très rapide qui donne le sentiment d'une vie occupée presque entièrement et de manière, on dirait, frénétique par le travail et le soin à l'enfant. En même temps, on entend son témoignage qui souligne toutes les lacunes qui existent en termes de protection sociale, subsides et équipements publics. Elle explique que les allocations familiales sont insuffisantes, qu'elle doit prendre des congés non payés en cas de maladie de l'enfant, etc. Donc, la mère seule des années 70 est surtout une femme qui travaille et qui peine à concilier son travail et ses obligations familiales. La question du travail apparaissait déjà dans les émissions des années 60, mais en arrière-plan. Maintenant, il constitue un aspect problématique et problématisé, et c'est pour cette raison qu'il est examiné. La variation du concept, donc le passage de l'expression de mère célibataire à celle de mère seule, présente d'abord des mutations démographiques parallèles. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent dans des couples non mariés et il y a de plus en plus de divorces qui résultent dans un certain nombre de femmes qui ont été mariées mais qui sont maintenant seules avec les enfants en charge. C'est une expression, celle de mère seule, qui permet également de souligner les difficultés et l'épuisement de ces femmes qui doivent s'occuper seules de leurs enfants, seules non seulement face à des pères défaillants,
mais seul également face à l'État, vu les carences en termes de protection sociale que présente la législation suisse de l'époque. Ça, c'était le parcours que je souhaitais proposer aujourd'hui. On a vu que c'est une thématique, celle de la maternité célibataire, qui connaît au niveau médiatique des modulations différentes à travers le temps. Elle émerge dans des contextes thématiques différents, mais tout le temps liés à l'actualité. La question des offres sociales dans les années 50, celle de la jeunesse dans les années 60 et celle du travail dans les années 70. On a vu également qu'il y a des stratégies plurielles en termes de production médiatique, des formes de collaboration avec des acteurs externes dans les années 50, une démarche plutôt d'enquête sociale dans les années 60 et puis une position plus critique qui fait écho des démarches politiques parallèles dans les années 70. Et en même temps, on a des figures de mère qui changent selon les décennies. Les considérations présentées ne concernent qu'une partie des recherches, celle relative à la radio-télévision, au discours de la radio-télévision. Elles doivent être complétées par d'autres sources qui permettent d'accéder à d'autres discours publics. Ça peut être d'autres discours médiatiques comme la presse ou des discours politiques et institutionnels dans le cadre des comptes rendus des départements cantonaux. En ce moment, ce qui semble émerger de la comparaison avec ces discours, c'est qu'il y a des différences ponctuelles en termes de contenu de temporalité, mais il y a également des similitudes et transversalités par rapport aux thématiques associées à la question de la maternité célibataire, au profil de mère tracé par ces discours et aux utilisations qui sont faites des représentations. Les trois figures présentées dans cette présentation s'insèrent donc probablement dans une trame qu'on peut généraliser aux autres discours publics et qui permet de réfléchir au mouvement de transformation et de stabilisation de la maternité célibataire dans ce deuxième après-guerre. Et je vous remercie. J'ai oublié de contextualiser l'extrait, donc de dire que c'est une émission de 66 qui s'appelle Vivre avec maman dans le programme Jeune aussi. Si tu m'entends. Oui, très, très bien, effectivement. C'est de ma faute, je t'ai lancé, je t'ai dit comment on fait. Il n'y a pas de souci. En tout cas, cet extrait était vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu voulais le commenter. L'extrait, tu dis? Oui. Ça, c'est une des émissions principales qu'on a pour les années 60 et c'est précisément sur ce type d'émission qu'on se base pour les réflexions sur l'interview, comment l'interview se déroule, quels sont les contenus qui sont discutés. Et on voit assez bien la question du mariage qui apparaît tout de suite et les réponses des femmes qui surprennent même un petit peu le journaliste et qui répète plusieurs de ces questions pour bien s'assurer d'avoir vraiment compris que c'est elle qui a refusé le mariage dans ce cas. Oui, moi j'ai trouvé intéressant. J'ai l'impression que, comment dire, que oui, comme tu dis, c'est le journaliste qui était plus déstabilisé par surtout la première jeune femme qui a intervenu, qui avait l'air, elle n'avait pas l'air, elle était sûre d'elle, elle savait où elle allait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle voulait, et je crois que le journaliste ne s'attendait pas du tout à ça, et on sentait un peu son désarroi sans le voir, mais on voit qu'elle allait tellement à l'encontre de certaines représentations et certains modèles familiaux que ça, effectivement, ça pouvait surprendre. Mais du coup, du coup, peut-être tu vas réagir par rapport à ça, mais ce qui est marrant, c'est que, enfin pas marrant, mais ce qui est intéressant, c'est que au début de l'émission, le journaliste parle de situations dramatiques en lien avec la maternité célibataire, mais là, dans ces interviews, on ressent en rien la situation dramatique. Donc, qu'est-ce que ça dit finalement là, on a l'impression que c'est encore une autre figure de mère célibataire qui ressort là. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'évolution à travers le temps. Même dans les journalistes, les images qu'on a vues dans les années 50, pour les journalistes qui produisent des émissions dans les années 60, on a l'impression qu'effectivement, eux, ils sont conscients des représentations qui ont existé précédemment. Ils sont également conditionnés inévitablement par les images qui circulaient précédemment et qui seront passées par lorsqu'on observe la presse, si on regarde quelles sont les traces qu'on a par rapport à ces thèmes avant 1950, ça concerne souvent
soit des affaires de la partie faits divers, soit des résumés de pièces de théâtre, des feuilletons, des romans. Donc, on a vraiment un peu l'impression que le public des années 60 ne connaît pas vraiment la mère célibataire. Les journalistes pensent aussi que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui est connu à travers des images fabriquées un peu par en partie réelles, mais en partie fabriquées par les romans et le cinéma. Et ce mélange de tons peut s'expliquer par ce contexte. Enfin, pour le moment, c'est ça l'explication que je donne après. Ouais, et oui, on a l'impression, enfin, on avait vu en séminaire, on avait parlé de la mère célibataire volontaire, donc là, on y est clairement. Et donc là, ça ne découle, enfin, leur situation ne découle pas de malentendus avec le jeune homme avec qui ils ont été, mais plutôt vraiment d'un choix raisonné sur son avenir et sur la façon dont elles veulent mener leur maternité. Et je trouve ça assez intéressant. Et ouais, et même, je pense, pour le public actuellement, qui a aussi, je pense, toutes ces représentations des années 60, en tout cas d'un certain passé, et des représentations de la maternité dans le passé, ça peut surprendre même le public d'aujourd'hui d'entendre ce genre de discours. Oui, effectivement. Après, il est vrai que si on veut être très précis, le concept de mère célibataire volontaire, on l'utilise surtout à la fin des années, ou à travers les années 70. Là, on a des femmes qui semblent avoir l'intention d'avoir une enfant même avant d'être enceinte. Dans ces cas, on a des femmes qui probablement n'ont pas effectivement prévu de rester enceintes, mais qui ont certainement pris des décisions qui, en tout cas, restent qui sortent un peu des schémas qui semblent avoir cours pour les autres, c'est-à-dire ils ont refusé le mariage ou ils ont choisi de ne pas interrompre la grossesse, qui semblent être les deux alternatives principales pour une femme enceinte dans les années 60. Elisabeth, est-ce que vous avez éventuellement une question? Une remarque? Oui, ça m'a surpris. J'ai trouvé très joli qu'il exista à ce moment-là ces maisons pour les jeunes femmes qui sont célibataires et qui ont un enfant. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça m'a surpris. J'ai trouvé ça joli, mais je ne sais pas. J'ai trouvé parce qu'elles semblaient confiantes, elles semblaient heureuses dans leur vie, mais peut-être aussi grâce à ça, parce que c'est un gros soutien. Oui, c'est une question, comment dire, c'est un sujet à soi, l'histoire des maisons maternelles, parce que les premières maisons maternelles apparaissent autour du début du siècle. Et ce sont Ah, des déjà. maisons oui, on les appelle également foyers maternels. Et ce sont précédemment, les femmes non mariées enceintes, si elles avaient besoin d'aide, elles allaient dans les asiles. Donc, avec toute autre catégorie de personnes dans les besoins qui étaient accueillies. Et après, au tournant du siècle, il y a l'apparition de ces maisons qui doivent aider spécifiquement les femmes enceintes qui ont besoin. Des maisons qui comprennent également une dimension coercitive parfois, qui sont également liées à des contextes quand même compliqués. Au début. Au début, oui, surtout au tournant du siècle et puis jusqu'aux années 50, disons. Et ce sont des maisons où la mère reste très peu de temps, c'est-à-dire elle entre avant l'accouchement, elle accouche, elle reste quelques semaines et puis elle sort de cette maison. Et là, souvent, ce qui se vérifie, c'est que s'il n'a pas le moyen de maintenir l'enfant est mis dans une pouponnière et là commence un chemin à travers toute une série d'institutions. Et puis, au tournant entre les années 50 et les années 60, il y a précisément dans ce contexte de réforme de l'assistance à l'enfance, la création de ces hôtels maternels, peut-être d'abord en France. En France, il existe déjà au milieu des années 50 et les premiers en Suisse apparaissent à Genève, il me semble, entre 58 et 63. Il y en a 2. Et là, le caractère, c'est que le séjour dure au moins 2 années. Ce qui devrait permettre à ces femmes de réintégrer le marché du travail sans savoir se séparer de l'enfant. Seulement, les places sont limitées. Donc, c'est une solution qui existe, mais qui, au final, qui est très présente dans les émissions de radio-télévision
et qui peut aussi s'expliquer par le fait que les journalistes, les personnes qui doivent produire ces émissions vont probablement chercher ces femmes là où elles sont réunies. Et si on ne passe pas par ces structures, c'est difficile de voir d'autres chemins qu'on pourrait parcourir pour trouver ces femmes. Donc, il y a une sous-représentation, effectivement, des hôtels maternels, comme on les appelle, dans les émissions de ces années-là, même s'ils concernent seulement une partie des mères. Oui, parce qu'à partir de 2 ans, l'enfant peut être mis à l'école, ce qu'on appelle l'école primaire enfantine, et il y a une garde après les heures de classe l'après-midi jusqu'à 6 heures le soir. Oui. Ok, moi, Et par la suite, ces maisons sont devenues les foyers qui aujourd'hui accueillent des femmes en difficulté pour plusieurs raisons, même les femmes victimes de violences domestiques. Souvent, des maisons qui existent aujourd'hui qui ont cette fonction-là ont été avant des maisons pour... ok, d'accord. Comme le foyer des Grottes, par exemple, à Genève. Comme le foyer des Grottes à Genève. Possible. Ouais. Moi, j'ai l'esprit en foyer ici à Lausanne, mais sans doute il doit avoir d'autres maisons avec le même parcours. Presque plus à cause de la violence que... Oui, mais ça, c'est une évolution qui intervient après. Les foyers pour femmes agressées, c'est les années 80 généralement. Non, j'ai trouvé courageux aussi l'interview avec les jeunes femmes qui disent que c'est quand même au moment où elles ont annoncé à la personne, enfin une n'a pas annoncé, mais a vu la réaction de son compagnon et ça lui a fait prendre la décision de ne pas se marier. Et ça, je trouve ça courageux et intéressant à l'époque. C'est assez étonnant à entendre, oui. C'est pour ça que je trouve que cette explication, comment dire, culturelle du pourquoi la télévision les interroge, ça me semble bien marcher. Moi, j'avais une autre question par rapport aux pères, du coup, enfin, à l'absence en fait, des pères. Enfin, si on entend parler d'eux, c'est rien rien qu'en lien avec le mariage. Et dès le moment où le mariage n'est pas envisagé, il n'est plus question en fait du père. Et puis selon la loi, si je me souviens bien, selon le code civil de l'époque, simplement un enfant né d'une mère célibataire ou non mariée n'avait pas de père en fait. Voilà, il portait le nom de famille de sa mère et l'homme, le géniteur, si je peux dire ça comme ça, en fait, n'avait aucune obligation dès le moment où il ne reconnaissait pas l'enfant. Si c'était bien ça, si je me souviens bien. Oui, c'est correct. Le père devait légitimer l'enfant, devait reconnaître l'enfant. Après, il y avait le problème, c'est que s'il était marié, il ne pouvait pas, la loi ne lui permettait pas de légitimer l'enfant. Et puis, en termes de démarches, les femmes avaient deux possibilités, soit faire des démarches pour obtenir, je n'ai plus à l'esprit le nom technique de la manœuvre, mais soit obtenir une pension alimentaire, soit demander la reconnaissance. Mais il n'y avait pas vraiment de suivi, la pension alimentaire... si je me souviens bien, il n'y avait pas forcément de structure qui se focalisait là-dessus, qui cherchait intensément le père. Il y avait il y avait la base légale, si on veut, pour que la femme puisse demander la pension alimentaire, mais il faut attendre les années 70 et justement la montée des divorces pour avoir les bureaux de recouvrement de pension alimentaire. Et là, il commence à se mettre en place, mais très lentement. C'est-à-dire que même lorsque le nombre de femmes divorcées augmente, et donc le problème commence à se poser de plus en plus, il s'est posé déjà avant pour les mères célibataires, mais à un certain moment, il se pose également pour les femmes divorcées. Là, il y a les bureaux de recouvrement de pension alimentaire. Et à la fin des années 70, il y avait la révision du droit de la famille aussi, qui envisage la disparition du terme d'illégitimité. Oui. Donc, il change énormément de choses. Je ne sais plus si la révision elle a eu lieu en 78 ou si elle a commencé en 78. Non, elle a bien abouti en 78. En 78, elle entre en vigueur. La révision commence dans les années, disons, la réflexion sur la révision commence dans les années 60. Oui, d'accord. Dans les mêmes moments, on commençait justement à remplacer systématiquement le mot fille-mère par celui de mère célibataire. Et là, c'est une transversalité qu'on voit, c'est-à-dire que dans plusieurs milieux, publics ou semi-publics, on commence à réfléchir au fait qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas si bien et qu'il faut changer un certain nombre de dispositions. Ok. Je pense aussi le test de paternité n'était peut-être pas possible scientifiquement avant. Il y avait a dû changer quelque chose parce que maintenant, je ne sais pas si, moi, je ne suis pas spécialiste autant que vous,
Mais est-ce que l'homme à qui on demande un test de paternité, est-ce qu'il peut le refuser de le faire ou pas? Ouais. Maintenant, je ne sais pas, ou avant, je ne sais pas l'évolution dans ce sens-là, mais je pense que c'était une preuve aussi, le test de paternité, pour demander une aide financière pour l'enfant. Je ne connais pas bien non plus la question du test de paternité, mais je Ouais. me souviens qu'effectivement, lorsqu'on lit les faits fédérales qui préparent justement la révision du droit de la filiation, il y a une réflexion sur le fait qu'il y a déjà des tests de paternité qui probablement ne sont pas équivalents au test actuel. Ce sont des tests qui se basent sur l'observation de l'enfant et du père, donc les traits qu'ils peuvent présenter, Pas un test génétique. Et l'analyse du sang. Pas l'analyse du sang, oui. L'analyse du sang, oui. Donc, il y a ces deux choses qui sont effectivement déjà en place, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore perfectionnés. Mais si je ne me trompe pas, il y a effectivement également une réflexion qui dit que, oui, quand même, la science avance, donc à un moment donné, il sera absurde de nier des paternités parce qu'on pourra les prouver de manière certaine. Sauf que je ne sais pas si on pouvait obliger la personne à le faire. Ça, je ne me souviens pas non plus, mais je pense que c'était discuté cet aspect. Parce que j'ai dans mes connaissances des cas comme ça où la personne a dû assumer financièrement parce que voilà, le test de paternité prouvait qu'il était le père. C'était sûrement après 78 alors, je pense. Oui, scientifiquement, je ne suis pas douée, je sais pas, mais... Je pense que les tests ADN, effectivement, existaient, mais ils n'étaient pas aussi accessibles au public qu'aujourd'hui. Enfin, après, je ne suis pas sûre du tout de ce que je dis, mais c'est... en tout cas, déjà, dans les émissions de télévision, c'est jamais abordé, la question de la paternité de manière générale. Et personnellement, moi, j'avais lu quelques articles sur le sujet et c'est jamais mentionné. Donc, soit vraiment, ça n'existait pas pour le public, ou c'était pas systématique, ou ça coûtait peut-être trop cher à faire pour ce que ça... Oui, je pense que c'était un mélange de tous ces facteurs-là. Et puis surtout, ça m'intéresse, je vais me renseigner. À partir de quand, est-ce que ça peut être obligatoire ou est-ce que la personne peut refuser? C'est ça, c'est une question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas non plus, mais ça pourrait être obligatoire. Parce que... Vous pensez que c'est peut-être obligatoire maintenant? Moi, je pense. Que la personne ne peut pas refuser? Moi, j'aurais dit le contraire, mais je ne sais pas. C'est une question qui restera en suspens que je vais essayer de trouver. Parce qu'à un moment donné, il y a toute la question de l'enfant, du droit de l'enfant. Et donc, je pense que ça risque d'empiéter sur comment dire, le respect de la privacy de la personne, du père. Mais il faut voir. Sans doute, c'est clair la question aujourd'hui. Si on peut, on peut pas. Dans mon entourage, j'ai remarqué cette question qui m'a frappée, c'est qu'au moment où la personne dit qu'elle est enceinte, etc., le refus de l'amant, ça m'a frappée. Et à ce moment-là, donc la réaction de la femme, c'est comme celle qui était très intelligente, j'ai trouvé, c'est de dire « Ah ben non, je ne veux surtout pas marier quelqu'un qui réagit comme ça. » Et donc, elle échappe en fait à une vie de mariage qui serait peut-être pas, qui aurait peut-être de la violence ou pas de sentiment de respect. Et pas nécessairement la violence, quoi que ce soit, mais simplement le mariage induisait aussi à l'époque une certaine soumission de la femme à l'homme. Elles sont, enfin, à presque tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, peut-être social, il n'y avait pas forcément justement des structures pour accueillir les enfants, donc elle ne pouvait pas forcément assurer sa vie professionnelle. Donc le mariage, ça sous-entendait énormément de sacrifices, je pense, et qui n'était pas forcément comment dire, une perspective d'avenir pour ces jeunes femmes par rapport à leur maternité et puis à leur vie professionnelle. Voilà, enfin moi, c'est pas comme ça. Il y en a certaines qui disent aussi, de manière assez directe, que finalement, ces hommes ne sont pas capables de gérer l'argent. Et qu'elles, elles veulent gérer l'argent et pensent de pouvoir s'en sortir mieux seules avec leur travail à l'enfant qu'avec... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas quand on commence à écouter l'émission, mais on le trouve effectivement. Ça, c'est intéressant parce que moi, je suis en train de lire La paix des ruches d'Alice Riva, et, donc, qui était une écrivaine
vaudoise qui vivait à Genève, et puis, enfin, je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, et qui parle justement, enfin, qui a les premières réflexions littéraires féministes c'était en 47, et puis qui parle de ces femmes qui doivent s'occuper de leur mari, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui doivent s'occuper de leur mari, qui ne savent pas gérer l'argent du foyer, puis qui le dépensent à énormément de choses. Et puis, c'est quand même finalement les femmes qui doivent gérer le ménage, le foyer, le bon fonctionnement du foyer. Enfin, du coup, ça fait pas mal écho à ce qu'elle explique, enfin, ces femmes qui sont dans ce livre font un peu écho à cette émission aussi. Et puis, moi, j'avais juste encore une dernière remarque par rapport aussi au travail que j'ai fait sur l'avortement et puis au séminaire qu'on avait eu. Moi, j'avais traité avec toi de la question des mères célibataires, enfin, d'une certaine glorification de la maternité célibataire face à un débat sur le droit à l'avortement qui provoquait beaucoup de débats très enflammés en Suisse à l'époque. C'était deux sujets qui étaient traités dans l'espace public à l'époque. Et bon, j'ai moins ressenti dans ces émissions, mais l'avortement, il est pas, voilà, il est très vite écarté parce qu'on comprend bien que c'était finalement pas du tout envisagé par ces femmes. Mais est-ce que toi, tu as senti dans d'autres émissions, peut-être, ou d'autres sources, une certaine glorification ou pas de la mère célibataire face à l'avortement, aux femmes qui pourraient avorter? Alors, c'est vrai qu'il y a trois, comment dire, dans les interviews des femmes, effectivement, si elles se retrouvent dans les interviews, et c'est parce qu'elles ont refusé de l'avortement. Donc, ça, la question, elle est posée et elle dit souvent, non, j'ai pas voulu avorter, interrompre la grossesse. Et les questions du journaliste par rapport à cette question révèlent justement l'évolution des normes par rapport aux bonnes conditions d'une naissance. Et après, ce qu'on remarque, on le remarque dans les émissions catholiques et dans les émissions en présence catholique, par exemple, qui fait quelques émissions sur ce thème, et également dans des sources écrites d'archives, plus ou moins dans les mêmes années, c'est que à un moment donné, la figure de la mère célibataire devient un argument pour entrer dans le débat sur l'avortement et comment dire, contrer les argumentations en faveur de la libéralisation. Et c'est assez curieux parce que ce sont quand je pense surtout aux sources écrites, on a un peu l'impression que le sujet de la mère célibataire n'est pas vraiment discuté et à un moment n'est pas discuté de manière publique, évidemment. Et puis, le fait que la question de l'avortement prend de plus en plus d'ampleur, cela justifie en certains moments l'entrée dans la sphère publique également de ces personnes qui commencent à dire non, mais je gère une maison pour mères célibataires, elles peuvent venir là, il n'y a pas besoin d'avorter, au contraire, regardez le choix qu'elles ont fait. Donc, il y a surtout une utilisation qui est faite en ce sens du thème par certains acteurs. Et puis, dans les interviews, c'est une question qui est plutôt, oui, elle est discutée, mais pas plus que ça. Ok, merci. Ouais, effectivement, c'est vrai que moi j'avais remarqué ça aussi dans les émissions de télévision. Il y a toujours à un moment donné l'intervention de femmes qui n'ont pas voulu avorter ou qui se sont résignées peut-être un peu au dernier moment. Et, et effectivement, c'est surtout par exemple, je crois que le Valais, c'était un des exemples les plus flagrants, puisque là-bas, enfin dans ce canton en tout cas, ça a été très longtemps un canton assez restrictif en matière d'avortement. Et, et il y avait énormément je crois que ça s'appelait des pouponnières, effectivement, Ouais. Qui disaient aux femmes plutôt, vous avez meilleur temps soit de vous en occuper même si vous n'avez pas les moyens, ou d'abandonner l'enfant, mais en tout cas ne pas avoir recours à l'avortement. Et je ne sais pas si c'est l'équivalent, c'est pas vraiment l'équivalent d'un hôtel maternel, je crois que c'est encore bien. Non, la pouponnière, c'est vraiment pour les enfants. Oui, c'est vraiment pour les enfants. Les pouponnières, ça apparaissent avec les maisons maternelles au début du siècle, donc c'est en continuité ils apparaissent justement un peu parallèles parce que ces femmes, une fois qu'elles ont accouché, elles doivent pouvoir laisser l'enfant quelque part si elles ne peuvent pas s'occuper de l'enfant. Ouais. Et c'est souvent le cas. Donc les pouponnières, elles ont souvent une histoire plutôt longue. Ouais. C'est pas en vue d'adoption, les pouponnières?
comment dire, c'est possible. Après, la question de Pas l'adoption forcément. dépend de est-ce que la mère a Ah oui, si elle accepte a pas. renoncé à l'enfant. D'accord. Donc, il y a probablement des enfants. C'est clair que c'est juste pour une période d'âge de l'enfant. Ah, Donc, d'accord. on a, si je me souviens bien, les enfants qui sont plus petits qui restent là une certaine période et puis passent dans d'autres instituts ou sont adoptés si la mère renonce à l'enfant. D'accord. Ce qui se vérifie dans certains cas, évidemment. Ok. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, il y avait ça s'appelait le Nid à Lugano, c'était énorme. C'était un bâtiment énorme. Oui, Énorme. Ouais. oui, oui. Et moi, j'avais une dernière question par rapport au projet de recherche sur l'assistance. Du coup, dans ce cadre-là, est-ce que tu as vu ou est-ce que tu t'es concentré ou pas sur la question de l'internement en fait, de mères célibataires ou de jeunes filles mères? Ouais, ça c'est un peu la question invisible, c'est-à-dire que c'est la question qui n'apparaît jamais dans les émissions. Mhm. Après, la question même de l'internement, effectivement, il me semble très peu discuté, sauf une émission qui considère d'autres cas de figure des personnes qui sont internées. Donc, il y a l'alcoolique, Ouais. l'intempérant, il y a ces profils-là, surtout d'hommes, il me semble, et le cas des mères célibataires Mhm. n'est pas considéré. Ok. Donc, ça, c'est un de ces aspects qui sont absents de ces émissions. D'accord. Et puis du coup, bon, je pense que tu n'as pas dû faire des recherches dans des dossiers. Et puis de toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils soient accessibles maintenant. C'est encore trop récent, je pense. Oui, là s'ouvre un peu la question de l'accès aux dossiers personnels. Mhm. Il y a d'autres équipes qui sont dans le même programme national qui font des travaux sur les parcours biographiques des personnes internées, dont aussi des femmes, voire des mères. Et eux, ils ont accès, dans certains contextes, à certaines conditions, à une partie plus ou moins importante de ces documents. Nous faisons un travail surtout sur les discours publics. On n'a pas vraiment travaillé sur les documents personnels qui sont intéressants, évidemment, mais qui sortent un peu de notre problématique. On essaie surtout de voir comment la société et ses différentes composantes observer et problématiser de l'extérieur la question de la maternité célibataire. Mhm. Oui, en tout cas, même encore aujourd'hui, je me suis un peu renseignée sur la question des internements administratifs. C'est vrai que les témoignages qui ressortent encore beaucoup aujourd'hui ne concernent pas forcément les mères célibataires ou peut-être ouais, beaucoup des personnes qui avaient des problèmes d'alcool ou qui étaient considérées comme alcooliques ou des personnes qui ne travaillaient pas. Ou... Après, il y a aussi, moi j'avais entendu des cas de femmes voilà, qui accouchaient peut-être dans ces internats et puis ensuite qui étaient stérilisées de force. Stérilisé, ouais, ouais. Et puis l'enfant ensuite leur était retiré. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient peut-être mineures ou peut-être considérées comme trop marginales. Enfin, voilà, mais ça, je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire et peut-être qu'avec les résultats du projet PNR 76, il y aura de nouveaux éléments. Et puis aussi au niveau de la médiatisation. Tu parles de quelle période là? C'est jusqu'en 81 techniquement. Ouais. Techniquement, légalement, je crois. Que Après, dans c'est... les pratiques, je pense que c'est plutôt vers les années 60 qu'il commence à y Ouais, avoir inflexion dans les grands changements de pratiques vraiment, mais c'est vrai que formellement, c'est jusqu'aux années 80. J'ai trouvé très intéressant aussi dans toutes les conférences l'implication des services sociaux aussi pour que ça ne coûte pas trop cher à la collectivité. oui. Ah, ça, c'est un élément Ah, ça, fondamental. c'était C'est étonnant. constant. C'était étonnant de voir ça. Et je sais, j'étais jeune, quand j'étais encore dans le Jura, j'ai entendu, j'ai vu des choses. Je connaissais des enfants qui ont été placés parce que leurs parents étaient soi-disant pas capables, le papa alcoolique, la maman soit décédée, soit malade. Et je les connaissais bien, c'était des amis. Et bon, ils ont été bien traités et tout, ils s'en sont bien sortis. Mais il y avait quelque chose, il y avait pas forcément les fonctionnaires, des fois des personnes politiques qui donnaient leurs avis et qui étaient suivies par les fonctionnaires
pour, voilà, pour faire moindre coût à la collectivité. Oui. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière constante, en effet. Ah, voilà. Et dans les, oui, oui, dans les, peut-être que dans mes recherches, c'est moins abordé, mais effectivement, quand on regarde les publications de la Commission sur les internements administratifs et puis les autres projets de recherche qui sont réunis dans ce programme national assistance et coercition, effectivement, c'est une corrélation, la question de l'économicité et la question de l'assistance, avec une couverture de discours moralisant, mais derrière la question Derrière, la question de l'économicité qui est vraiment régulière. Ouais. Les naissances illégitimes, c'est ça au départ, ce sont des enfants qui coûtent. Et il faut trouver les pères parce que quelqu'un doit payer. Et c'est pour ça qu'on commence, par exemple, dans le cas du Tessin, il y a un certain nombre de ces hommes qui sont italiens. Donc, il y a tout un discours sur le fait que c'est la communauté qui doit se prendre en charge des enfants qui sont les enfants des étrangers ou d'autres confédérés. Toutes les discussions avec les autres cantons également pour voir si on peut avoir le remboursement de certains prêts, etc. Mais là, c'est un point assez clair. Ouais. C'est complexe. Hein, Assez. C'est super intéressant en tout cas. Et c'est vrai que pour la question de l'avortement, même si c'est un peu différent, il y avait également toute la dimension économique, certaines qui ne veulent pas prendre en charge les coûts de l'avortement. Bah, on a eu, il y a à peine même pas 10 ans, une initiative qui voulait supprimer la prise en charge par les caisses maladies des coûts de l'avortement. Enfin, je pense que c'est encore des sujets qui sont d'actualité au niveau de la prise en charge, enfin, au niveau des prestations sociales. Ça reste toujours un sujet assez clivant en Suisse quand on a des débats politiques autour de ça, quoi. Oui, peut-être que pour les années plus récentes, par rapport à l'avortement, c'est plus un prétexte, la question des coûts. Oui, alors, mais c'est vrai. Effectivement, il y avait aussi d'autres mais voilà. Mais c'est vrai que pour la stérilisation, par contre, qui était, par exemple, dans le canton de Vaud, c'était effectivement pratique d'une période d'années. Là, si on regarde les débats parlementaires, on trouve des parlementaires qui disent assez clairement qu'il faut stériliser parce que ça empêche d'avoir des cycles d'enfants illégitimes qui vont coûter à la communauté. Et il faut essayer d'interrompre ce cycle de coûts qui va se répercuter sur les communes. Oui, et comme c'est interdit maintenant. Elle est interdite maintenant, je crois, la stérilisation. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'espère. Oui, non, si, elle est interdite. Tout à fait. Ouais, c'est cette idée que c'est presque, comment dire, héréditaire, en fait, la question de l'illégitimité. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant à étudier. Okay, je crois que j'ai épuisé toutes mes... Enfin, je crois que on pourrait en discuter encore hyper longtemps, parce que c'est hyper intéressant comme sujet. Ouais, ça touche tellement de domaines, hein, ça touche beaucoup de domaines. Ouais, vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à ajouter, ou Elisabeth, vous aviez encore... J'ai beaucoup appris. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi, des périodes de vie ou des choses que je connaissais. Oui, ça fait plaisir. Super. En tout cas, on va mettre... enrichissant. On va mettre tout ça en ligne et j'espère que ça intéressera encore le plus grand monde. Et puis j'espère qu'on pourra aboutir à une forme papier. Dans les actes, je pense. On regardera ça avec sérieux. Bon, c'est vrai que ça demande du travail de résumer, mais c'est tellement riche que ce serait dommage de passer à côté. Non, bien sûr, c'est une question de délai finalement à voir comment on peut faire ça. Ok, alors quelle heure il est? Ouais, du coup, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on se tient au courant pour les prochaines fois. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vais aussi arrêter l'enregistrement.